Ce que je vais te présenter dans cette vidéo coûte littéralement plusieurs milliers d'euros et aujourd'hui je vais te le partager gratuitement. On va voir ensemble tous les points nécessaires pour développer ton activité, que tu sois prestataire de service, que tu sois dans une activité de coaching. Même si pour l'instant tu n'as pas encore démarré, on va revoir tout. Du positionnement ici, à la création de contenu, à la prospection, à la vente pour obtenir tes premiers clients étiquettes. Donc comme j'ai dit, que tu démarres une activité aujourd'hui ou même que tu es déjà à 1000, 2000 par mois mais que tes revenus font comme ça, qui sont instables, que tu n'arrives pas chaque jour à réserver des appels de vente qualifiés, cette vidéo va t'être destinée. Qu'on soit clair, il ne va pas y avoir de dopamine facile, ça va être une heure dans laquelle je vais vraiment parler face caméra comme ça, il va y avoir aucun montage, il y aura juste des petits cuts comme ça. Mais c'est une question de priorité. Je m'adresse aux entrepreneurs qui sont réellement prêts à mettre les actions en place nécessaires pour avancer. Et donc ça en fait partie. Regardez cette formation. Donc justement, à qui va s'adresser cette formation? Déjà, ceux qui ne souhaitent ne plus avoir un revenu instable chaque mois avec leur activité. Comme j'ai dit, aujourd'hui peut-être tu fais déjà 1000, 2000 par mois, même peut-être 3000 par mois, mais tes revenus sont assez instables. Il y a un mois où tu vas faire 6000, il y en a un où tu vas faire 1000 et tu n'as plus envie de vivre cette situation. Je m'adresse aussi à ceux qui sont prêts à mettre en place toutes les actions nécessaires pour avancer dans leur activité, que ce soit facile ou non, ceux qui sont vraiment prêts à faire face aux difficultés. Je m'adresse à ceux qui veulent savoir faire de l'argent à vie sans dépendre de X ou Y facteurs extérieurs, que ce soit l'algorithme qui change, que ce soit le nombre de vues, que ce soit le fait d'être banni sur une plateforme, que ce soit le fait d'avoir un compte qui est banni. Non, là je m'adresse à ceux qui veulent avoir les compétences dans leur cerveau et pas ceux qui veulent dépendre d'une plateforme. Ceux qui savent écouter leur voix rationnelle et faire taire l'émotionnel qui leur dit par exemple de faire ce qu'ils aiment, créer du contenu, etc. VS la voix rationnelle qui leur dit de faire les actions nécessaires comme prospecter, vendre. On va y revenir dans cette vidéo, mais moi je m'adresse à ceux qui sont prêts à écouter et faire ce qui est vraiment nécessaire pour avancer dans leur activité. Par contre, à qui je ne m'adresse pas avec cette vidéo, ceux qui veulent faire 5000 euros par mois en travaillant 4 heures par semaine, ces gens-là peuvent partir parce que ça va pas être facile ce que je vais présenter dans cette vidéo. Au début surtout, ça va être beaucoup moins systématisé. Alors la vérité, je vais être 100% honnête avec toi, si tu veux, tu peux acheter une formation à propos de la création de contenu et faire 1000, 2000 euros par mois de manière stable avec ton activité. La vérité, c'est que tu vas faire beaucoup moins d'argent à long terme. Tout simplement parce que tu as beau avoir de la visibilité, si tu ne sais pas convertir les personnes derrière, ça ne servira à rien. Alors que si dans les premiers mois de ton activité, tu t'embêtes à prospecter chaque jour, que du coup ton revenu va peut-être atteindre 2000, mais que tu travailleras plus qu'une personne qui fait de la création de contenu pour l'instant, toi, quand tu vas démarrer sur la création de contenu, vu que tu auras ces compétences pour convertir, tu vas exploser, tu vas faire x10, x20 sur les personnes qui auront dès le début commencé à faire de la création de contenu. Donc voilà pourquoi je m'adresse à des personnes, comme j'ai dit ici, qui veulent faire les actions nécessaires pour avancer sur le long terme et pas les personnes qui veulent faire de l'argent à court terme, qui veulent faire de l'argent en travaillant 4 heures par semaine par exemple. Je ne m'adresse pas aussi bien évidemment aux personnes qui ne sont pas prêtes à appliquer le contenu dans cette vidéo. Écoutez, c'est bien, appliquer c'est beaucoup mieux, c'est même nécessaire. Écoutez, ça sert à rien sinon. Ceux pour qui le fait d'attendre encore 3 mois pour commencer, c'est ok. Je ne m'adresse pas à ces gens-là. Je veux des gens qui sont dans l'action. Pour les personnes qui n'ont pas encore démarré, qui sont prêtes aujourd'hui à démarrer et qui ne sont pas là à procrastiner. Ceux qui n'arrivent pas à faire la distinction entre ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils doivent faire. Ça rejoint un peu ça. Les personnes qui écoutent leur voix émotionnelle et pas leur voix rationnelle, je ne m'adresse pas à ces gens-là dans cette vidéo. Du coup, concrètement, on va commencer par le positionnement. Alors, si aujourd'hui même tu fais 1000, 2000 euros par mois, comme j'ai dit que tu as déjà lancé ton activité, mais qu'elle est instable, regarde quand même cette partie, parce que tu penses peut-être que ton positionnement aujourd'hui il est très bien, etc. Mais ce que je vais partager là, il y aura forcément une donnée qui pourra être utile. On va voir l'avatar, etc. Donc je t'invite à regarder cette partie, ce ne sera pas la plus longue, mais c'est vraiment nécessaire. Du coup, le positionnement, c'est la base de ton activité. C'est pour ça que je l'ai mis en première position. Tu dois être aligné avec celui-ci et il doit te correspondre à 100%. Tu ne dois pas te lancer dans une niche avec laquelle tu n'as aucune affinité, dans laquelle tu n'as pas envie d'accompagner des gens, tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça passe, un bon positionnement? Ça passe par quoi? Ça passe déjà par avoir une offre à étiquette, une offre que tu vas proposer à un tarif élevé. D'ailleurs, ça, on va y revenir dans les erreurs fréquentes de positionnement, le fait de ne pas proposer une offre à étiquette par syndrome de l'imposteur, etc. Donc, ça passe par avoir une offre à étiquette. Ce que j'entends par offre à étiquette, si tu débutes vraiment, c'est une offre que tu vas vendre 500, 600 euros minimum, grand minimum, et ça peut monter bien plus haut. 500 euros, généralement, c'est quand tu commences. Mais c'est vraiment, si tu as les compétences, que tu as eu toi-même ces résultats, il n'y a aucune raison pour laquelle les clients ne pourraient pas obtenir ceci et pour lesquels ils ne seraient pas prêts à payer plusieurs centaines, voire milliers d'euros pour ce que tu proposes. Donc l'offre à étiquette, l'accompagnement au résultat, ça c'est très important. Tu ne dois pas accompagner tes clients juste pour accompagner tes clients. Non, tu dois leur faire réellement atteindre un résultat. Et donc pour moi, ça passe par l'accompagnement au résultat. Je te conseille vraiment pas de passer par la garantie de remboursement parce que tes clients seront beaucoup moins engagés tout simplement.
Donc l'accompagnement au résultat est bien évidemment proposer un produit dont tu es fier parce que avoir confiance en son produit, ça passe par être fier de celui-ci. Tu ne peux pas être confiant en ton produit si tu sais que ton produit c'est de la merde. Donc construire un produit dont tu es fier. Promesse bien évidemment impactante en ciblant le désir de l'avatar client qui est le plus réalisable et définir l'offre sur 3 à 5 piliers, ce qui va rendre beaucoup plus compréhensible en appel de vente. Si tu commences à te perdre dans tes explications, oui, je vais faire tel suivi, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, la vérité c'est que ton prospect ne va pas te suivre. Alors définir ton offre sur 3 à 5 piliers vraiment précis. Alors pilier 1, ça va être telle chose, deuxième pilier, ça va être la formation et troisième pilier, ça va être l'accompagnement personnalisé. Voilà, ça permet bien évidemment au prospect de se visualiser beaucoup mieux. Et bien évidemment, tu adaptes, enfin ça on va y passer dans le pitch de vente, enfin dans la partie vente, mais tu adaptes ton pitch au profil de ton prospect. Donc comment construire un accompagnement? Moi, j'ai envie d'aborder ce point-là pour les personnes aujourd'hui qui démarrent parce que quand j'ai démarré, justement, moi j'avais un peu cette peur, me dire est-ce que mon produit est réellement bien, j'ai pas encore de formation, etc. C'est pour ça que je veux partager ça. Alors, comment construire un accompagnement? Ça va se faire de manière progressive. Tu accompagnes, la vérité c'est que tu n'as pas besoin de formation, tu n'as pas besoin d'un Notion, d'un Drive Google hyper développé, de plein de Google Docs. Non. Ton accompagnement, tu vas le construire de manière progressive. Ton focus, c'est ton acquisition, obtenir ton premier client en one-to-one. Ton premier client, du coup, tu n'auras absolument pas besoin de formation. 4 heures de coaching en one-to-one par semaine, ça suffit largement pour traiter tous les points et lui faire obtenir des résultats. Les formations, ça va se construire petit à petit et quand tu auras l'impression de répéter plusieurs choses à tes clients en one-to-one. Donc si tu veux, si ça peut te rassurer ou qu'il y a vraiment des choses nécessaires, tu peux faire un MVP le plus rapidement possible. Par exemple, le mien, je l'ai fait en une après-midi, j'ai fait 2-3 documents et après, chaque jour, je rajoutais quand c'était nécessaire. Mais le MVP ne doit pas te prendre plusieurs mois. Ça, c'est vraiment une grosse erreur. Simplement parce que tu te rendras compte en accompagnant ton premier client que ce que tu avais prévu n'a rien à voir avec ce dont il a réellement besoin. Et c'est à partir de ces besoins que tu pourras construire la valeur, tout ce qui est documents, formation, et pas avant. Donc, l'offre scalable, elle viendra plus tard. Là, tu vas me dire, oui, mais c'est pas du tout scalable si je l'accompagne en one-to-one, etc. Oui, mais elle viendra plus tard. Elle viendra plus tard avec des formations, des documents et des appels de groupe plusieurs fois par semaine. Là, tu fais du one-one. Là, tu feras des appels de groupe et un support formation pour qu'ils puissent du coup se former. Alors, tu peux aussi proposer l'accompagnement en one-to-one, mais bien évidemment, ce sera un accompagnement premium que tu factureras beaucoup plus cher qu'un accompagnement en groupe. Aussi, maintenant maintenant qu'on a fini sur tout ce qui est positionnement offre, je vais te présenter l'avatar client. Donc, l'avatar client, c'est vraiment hyper important. C'est l'identité de la personne que tu veux cibler avec ton coaching et avec du coup ton marketing de manière générale. Il faut que tu définisses ton identité, ses douleurs, quels sont ses objectifs, quelles sont ses croyances actuelles, croyances limitantes qui l'empêchent d'atteindre son objectif, quelles sont les choses qui se disent par rapport à ça, et quelles sont ses interrogations justement par rapport à que ce soit une potentielle méthode, que ce soit à une solution qui les aiderait à avancer, ou les interrogations par rapport à leur situation, etc. Enfin bref, un avatar client, ça si tu fais ça, c'est le strict minimum, mais ça, plus il est développé, dis-toi, plus ton contenu va être précis, plus il va avoir d'impact, plus tu vas mieux cibler au niveau de ta prospection. En fait, ça va avoir un impact sur tous les aspects de ton activité. Du coup, définis ton avatar client de manière vachement précise. D'ailleurs, je vais mettre dans la description un document avec plusieurs questions pour t'aider à définir ton avatar client. Donc oui, dans cette vidéo, je vais aussi partager des documents. Ça, normalement, je le partage dans ma formation. Mais là, je viens d'y penser. Je me dis que ça va être réellement pertinent, le fait de te partager ce document-là. Donc, fais l'effort, va dans la description, clique sur le lien document prospection et réponds à tout, enfin document avatar client et réponds à toutes les questions. Alors ton avatar client, ça peut tout simplement correspondre à ton ancien toi. Par exemple, tu peux cibler avec ton coaching forcément des personnes qui correspondent à la situation dans laquelle toi tu étais auparavant. Forcément, ça va être plus simple de le définir parce que c'est littéralement ton ancien toi. Ou soit, tu peux cibler des personnes avec lesquelles tu as réellement, ou avec lesquelles tu as envie de travailler. C'est ce que j'ai fait personnellement. Actuellement, je ne cible pas vraiment mon ancien moi. Je cible plutôt un groupe de personnes que j'ai identifié avec lesquelles j'ai envie de travailler. Les erreurs fréquentes au niveau de ton positionnement, déjà, c'est de proposer une offre low ticket. Donc ça, notamment, c'est lié au syndrome de l'imposteur, le fait de penser que tu ne peux pas apporter assez de résultats à tes clients et donc de brider tes prix. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de commencer non plus à 2-3 000 euros, si ça peut te rassurer. Tu peux commencer avec 500 euros, mais t'as pas besoin de témoignages clients, en fait, c'est ça que je veux dire. Tu n'as pas besoin d'avoir des témoignages, tu n'as pas besoin d'avoir des résultats clients pour commencer à vendre des offres à étiquette. C'est justement en vendant tes offres à étiquette que les gens vont mettre plus de valeur sur ce que tu fais, que tu vas pouvoir mieux accompagner des clients et donc que tu vas avoir tes témoignages clients. À la limite,
Pour tester ton produit rapidement, si tu n'as vraiment pas confiance, tu fais 2-3 jours d'accompagnement gratuit avec une personne et bah là après tu bascules sur du payant. Mais n'accompagne pas pendant plusieurs mois des personnes gratuitement, c'est la pire des choses à faire, ou ne propose pas du low ticket non plus. L'autre erreur, c'est le fait de prendre un mois à faire le MVP, le minimum viable product, alors qu'on s'en bat les couilles littéralement. Tu dois confronter ton produit au marché. Comme je l'ai expliqué tout au long de cette partie-là, le positionnement, la formation, etc., ça viendra dans le futur. La troisième erreur principale, ça va être l'avatar client imprécis. Comme j'ai expliqué, si tu n'as pas d'avatar client précis, tu ne sais pas à qui tu t'adresses et ton contenu va avoir aucun impact. Le deuxième pilier, après le positionnement, ça va être donc la création de contenu. Alors, disclaimer avant de commencer la partie sur la création de contenu, c'est important, mais ça ne doit pas être ton focus principal. C'est pas grâce à ça que tu vas réserver des appels. Pour être 100% honnête avec toi, moi, avec la création de contenu directement, sans passer par la prospection, j'ai dû réserver peut-être 5 appels depuis que j'ai démarré. Non, la création de contenu, pour l'instant, tu vas surtout l'utiliser comme une vitrine, pour créer une connexion avec ton audience, pour créer de la confiance, pour aussi obtenir quelques prospects, mais c'est à toi d'aller les contacter. Ok. Donc la création de contenu ne compte pas sur l'algorithme pour faire exploser ta vidéo, pour derrière obtenir des prospects. Non, là ce que je vais partager, c'est vraiment de l'optimisation pour ton activité de coaching ou pour ton activité de service. D'abord, je vais voir Instagram, puis après, je vais voir YouTube. Je vais t'expliquer les quelques vidéos essentielles que tu dois faire et comment les créer. Pour Instagram, je vais commencer par la bio. Dans ta bio, déjà, ça doit inclure ta cible, les résultats que tu permets avec ton activité et un CTA, lien VSL ou formation. Actuellement, moi, je mets le lien vers ma VSL, mais là, je vais mettre le lien vers cette formation. Du coup, quand vous regardez cette vidéo, ce sera déjà fait. Concrètement, voilà ma bio. J'aide les coachs en ligne à générer plus de 20 appels de vente par mois sans pub. Je t'explique, lien vers la VSL. Donc, cible, les coachs en ligne. Promesse, générer 20 appels de vente par mois sans pub. Je t'explique, lien VSL. Voilà, tu dois exactement faire ça. Et du coup, là, c'est mon avatar client que je mets dans cette bio finalement. Les stories à la une, va falloir que tu en fasses 4 qui sont absolument essentiels. La première, ça va être mon histoire. Si tu l'as fait facecam, c'est beaucoup mieux, mais si tu veux, tu peux la faire en post. Donc, dans mon histoire, en soi, c'est assez, je pense que tu comprends ce que je veux dire par là, c'est assez explicite. Littéralement, tu te présentes 100% honnête, tu peux te montrer vulnérable et la vulnérabilité n'est pas égale à la faiblesse. Vulnérable par rapport à ton histoire, par rapport à toi, c'est par exemple montrer que tu as eu des échecs, etc. dans ton parcours. Ce n'est absolument pas montrer de la faiblesse. Faiblesse, je crois que j'en avais parlé dans une vidéo, c'est par exemple montrer que tu n'as pas de compétences dans ton domaine. Montrer de la faiblesse par rapport à ce que tu expliques au niveau de ton accompagnement, tes formations, etc. Ça, c'est de la faiblesse par rapport à ton produit. Mais le fait de parler de toi, de montrer que ton côté humain, ce n'est absolument pas de la faiblesse. Et au contraire, ça va permettre de créer un lien avec ton audience. Créer un vrai lien avec l'audience, ils peuvent s'identifier à ton histoire, c'est encore mieux. C'est pour ça en fait que je parlais du fait d'accompagner son ancien soi. Si tu peux faire ça, c'est vraiment ultra pertinent parce que tu sais exactement comment t'adresser à ces personnes-là. Donc mon histoire, si elle fait 60 secondes, c'est parfait. Deuxième story à la une, témoignage. Alors si tu n'as pas encore de social proof, tout ce qui est témoignage client, résultat client, tu mets pas. Mais dès que ce sera le cas, tu pourras l'inclure. En fait, là, je te montre un exemple de témoignage que tu peux respecter. Déjà, il va énoncer par exemple la situation dans laquelle il était avant de démarrer avec toi, pourquoi il a choisi de démarrer avec toi, ce que vous avez mis en place, les résultats, et chose à dire à son soi du passé qui avait X croyances limitantes, que tes prospects ont aussi probablement. Comme ça, en fait, il va littéralement s'adresser à ton avatar client, la personne que tu as accompagnée. Les résultats clients, ça va être du coup plus du concret. Témoignage, c'est du témoignage comme ça indique, et résultats, là, c'est des screens des résultats clients, si tu es dans le Make Money par exemple, ou si tu peux faire des avant-après si tu es coach sportif. Cadeau, valeur, ça tu vas pouvoir commencer à la faire dès maintenant, même si tu n'as pas accompagné une personne. Ça va être déjà le lien vers ta VSL, lien vers toutes les formations offertes et lien vers tous les contenus de valeur qui sont pertinents. Ça peut être des e-books, ça peut être des documents, peu importe, tout ce qui est utile à ton audience, tu les mets dans cette story à la une, là, tu mets le lien. Au niveau des posts maintenant, va falloir que tu en fasses 3. 3 posts épinglés. Le premier va être une mini VSL dont le but va être de rediriger vers la vraie VSL longue. Ce post, pour la mini VSL, tu peux t'inspirer du coup de ce que j'ai fait moi. Regarde, si tu peux regarder, là, si je l'ai posté le 20 septembre, va sur mon profil Instagram. Mais en gros, je reprends quelques points de ma vraie VSL, la situation du prospect. Je me présente pas, mais juste j'explique la situation du prospect, l'intérêt de cette vidéo, et après, je redirige donc vers celle-ci. Deuxième post que je vais te conseiller d'épingler, ça va être connexion. Alors, ça peut être un réel, un carrousel en lien avec toi et ton histoire. Moi, j'ai décidé de le faire en carrousel. Si tu veux, tu peux regarder là-dessus. Ce qui est bien, notamment dans mon post carrousel, celui-ci, c'est que j'ai réussi à trouver un ennemi commun. Ça, je n'en ai pas encore parlé au niveau de la création de contenu. Mais au niveau, quand tu t'adresses à ton audience, le fait de trouver un ennemi commun à combattre, auquel vous avez tous les deux été victimes, ça permet à la personne de s'identifier à toi et de partir, comme si c'était une quête, tous les deux, que vous allez devoir
accomplir. Donc notamment, moi, si je raconte comment est-ce que j'ai perdu plusieurs milliers d'euros en investissant dans une formation qui m'a pas du tout été pertinente. Et c'est le post littéralement qui m'a fait obtenir le plus de likes sur mon profil, sachant que j'ai 60 abonnés. Donc je t'invite à le voir, va sur mon profil Insta, je l'ai épinglé, et comme ça tu pourras t'en inspirer pour faire quelque chose pareil en rapport avec ton histoire bien évidemment. Un autre post épinglé, du coup c'est témoignage, et là ça va être pareil que la story à la une, sauf que tu l'épingles en réel sur ton profil. Donc les réels plus les posts, bien évidemment c'est bien de varier les deux, et pour te donner une idée, c'est bien d'avoir 80% de contenu valeur sur ton profil, et 20% de contenu connexion dans lequel tu vas parler un peu plus de toi. Quand je parle de contenu valeur, c'est traiter des problématiques très précises auxquelles seul ton avatar peut s'identifier. Exemple pour moi, obtenir plus de clients, réserver des appels, ça passe par prospecter. Problème, là j'en ai identifié plein, et notamment un de ces problèmes, c'est des discussions trop longues pour au final ne pas réserver d'appels. Et donc, mon hook, t'en as marre d'échanger 2 semaines avec ton prospect par message pour au final même pas réserver des appels, c'est parce que tu procèdes de cette façon. Où tu peux faire une sorte d'entonnoir comme ça, partir d'un thème général. Ok, comment on fait pour arriver là? On fait comme ça, on fait comme ça. Et c'est quoi le problème auquel est finalement confronté le client? C'est ça. Bam, j'en fais une vidéo. Hook précis auquel l'avatar s'identifie, plus émotion ressentie face à la situation. Bien évidemment, ça c'est à adapter selon le thème de la vidéo. Moi au début, je me souviens, je faisais uniquement des vidéos si tu fais moins de 3 000 € par mois avec ton activité de coaching, non. Sauf que mon hook, du coup, c'était exactement le même et mon contenu avait moins d'impact. Maintenant, j'ai compris que il faut varier le hook à chaque fois en fonction de ce que tu vas traiter dans cette vidéo et bien évidemment, il faut qu'il soit travaillé le hook pour que la personne s'identifie. C'est là où c'est aussi important d'avoir un avatar client précis et si tu n'en as pas, ton contenu ne va avoir aucun impact sur ton prospect. Voilà pour la création de contenu Insta. Maintenant, pour la création de contenu YouTube, c'est quelque chose que je vais réellement te recommander de faire. Ça prend pas énormément de temps. En 30 minutes par jour, tu peux littéralement créer une vidéo. Des outils indispensables, déjà je vais commencer par ça. Ça va être, bien évidemment, ça va être valable aussi pour Instagram, mais c'est surtout pour YouTube, parce qu'Instagram, tu peux les faire face caméra. Les outils indispensables, ça va être Miro pour les mind maps, c'est exactement l'outil que j'utilise actuellement. Et OBS Studio pour t'enregistrer. Donc, c'est sur OBS, j'avais fait une vidéo, je vais la mettre dans la description, dans laquelle j'explique comment faire une vidéo par jour. J'explique notamment comment utiliser OBS, comment le configurer, l'installer. Donc, je t'invite à la regarder. Des vidéos YouTube que tu vas devoir faire principalement, la première déjà, ça va être la VSL, qui dure entre 5 et 10 minutes. Un exemple simple de structure que tu peux respecter pour une V1, ça va être déjà de cibler la douleur du prospect, plus les désirs, plus pourquoi changer. Alors oui, la VSL, je vais aussi mettre le lien de la mienne dans la description, comme ça tu pourras t'inspirer à partir de ça. Déjà, regarde ce que je vais dire là, et après pour pouvoir répliquer toi, ça à ta niche, à ton activité. Donc la première chose, c'est de cibler les douleurs du prospect, plus désir, plus pourquoi changer. C'est là où tu joues sur le réel côté émotionnel et c'est là où tu utilises réellement ton avatar client. Bien évidemment, ta VSL, je te conseille de la scripter. C'est improvisé, ça ne va pas avoir d'impact. Tu vas chercher, ça va pas être aussi pertinent que si tu avais scripté. Donc, cibler les douleurs du prospect, ton parcours, présentation, qui tu es, comment t'en es arrivé là, etc. Si la personne peut s'identifier, c'est bien. Méthode sur 3 à 5 piliers, comment elle peut justement leur permettre de sortir de cette situation douloureuse et leur permettre d'atteindre ces désirs-là. Étude de cas, témoignage client, résultat client, ou même tes résultats à toi. Gestion d'objection par rapport à la méthode. Call to action pour réserver un appel avec toi une fois que le prospect a une réelle raison. Tu vas retrouver exactement la même chose au niveau de la prospection. Si le prospect n'a pas de raison de réserver un appel avec toi, il ne réservera pas. Donc dans la VSL, ça passe par lui faire prendre conscience de sa situation, lui présenter la méthode, et donc l'appel va être l'occasion de voir si pour lui la méthode pourrait être pertinente. Et donc c'est là où tu rediriges vers l'appel. Deuxième chose que je vais te conseiller de faire avec les vidéos YouTube, ça va être un canal WhatsApp. Tu vas sur WhatsApp, tu crées un canal dans lequel tu vas apporter régulièrement des astuces, des documents. Tu peux mettre le lien de tes vidéos YouTube quand elles sortent aussi, en rapport bien évidemment avec ta niche, ton accompagnement. Par exemple, moi là je suis dans le Make Money pour les coachs qui font soit qui sont bloqués dans leur activité avec un revenu instable, soit qui démarrent. Et donc, je ne vais pas commencer à faire des posts sur du coaching sportif. Je pense que tu as compris l'idée. L'idée, c'est de vraiment regrouper les personnes qui peuvent être ta cible et donc le contenu de ton canal WhatsApp doit aider cette cible et doit lui correspondre. Bien évidemment, si ton canal WhatsApp il est niché, toutes les personnes qui vont rejoindre, c'est des personnes qui sont potentiellement intéressées par ce que tu proposes. Ou en tout cas, elles sont intéressées par ta niche. Donc, tu vas pouvoir envoyer un message de prospection à tous ceux qui rejoignent. Moi, par exemple, j'envoie un message de ce type. Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu avais rejoint mon canal WhatsApp. Là, tu peux mettre le nom de ton canal. Je voulais savoir ce qui t'a amené ici. Est-ce que tu es simplement venu par curiosité ou tu cherches à développer ton activité? Bien évidemment, tu adaptes sur ta niche. Est-ce que tu es simplement venu par curiosité
ou tu as un objectif dans le sport, ou est-ce que tu pratiques actuellement le sport, c'est dans le coaching sportif. Je pense que tu as compris l'idée. S'il a rejoint pour avancer dans ta niche, tu crées sa situation et tu peux booker un call à partir de ça. S'il est là juste par curiosité, bah, tu peux creuser un petit peu, mais en soi, normalement, ça va pas être pertinent. Voilà pour le canal WhatsApp, ça va être vraiment une source de prospects qualifiés, tout simplement parce que les personnes auront déjà fait l'effort de rejoindre. Contrairement à la prospection froide, toutes ces personnes-là auront déjà fait l'action et bah, ça va être beaucoup plus facile de booker des calls. Enfin, littéralement, tu vas avoir aucun gosse normalement, etc. Ça va être beaucoup plus facile. Et donc, comment faire une vidéo YouTube par jour? Je t'en ai parlé. Pour attirer un maximum de prospects vers ton canal, pour créer un maximum de confiance avec ton audience, le but, ça va être de faire une vidéo par jour. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, ça va te prendre moins d'1 heure. Ça peut être des vidéos valeurs, des vidéos connexion où tu parles juste face caméra, des vlogs, enfin bref, n'importe quoi en rapport avec ta vie, ton activité, etc. Le but, c'est vraiment de faire du volume, que ton prospect te voit le maximum possible, que ce soit aussi sur ton feed Instagram, si tu peux faire un post par jour, c'est vraiment l'idéal. Et un maximum de stories aussi. Plus ton prospect te voit, plus il va développer une confiance en toi, et plus ça va être facile de réserver un appel avec lui. Donc, on s'en fout de la qualité du montage. Le but, c'est vraiment de faire du volume. Une vidéo par jour, comme je dis, ça va te permettre d'avoir plus de connexion, de crédibilité, plus de personnes qui rejoignent le canal WhatsApp aussi, plus de prospects chauds facilement. En dehors de l'aspect des personnes qui rejoignent le canal WhatsApp, pour les personnes que tu vas prospecter, il faut avoir aussi beaucoup plus confiance. 2 semaines en moyenne, c'est le temps qu'il faut pour un prospect pour rejoindre ton canal WhatsApp à partir du moment où il va te découvrir. Si tu as dans les recommandations YouTube, il lui faudra 15 jours. Voilà pour la création de contenu. Donc pour l'instant, focus-toi sur refaire ton profil Insta, ça c'est vraiment important, et faire ta VSL. Et puis après, la vidéo YouTube par jour, tu pourras faire une fois que tu commenceras à prospecter, que tu auras lancé la dynamique. Maintenant, on va voir la troisième partie qui va être la prospection. Alors la prospection, je vais la départager en plusieurs sous-parties. Déjà la trame, avoir une trame de prospection, gérer des objections, faire du volume. C'est assez court, mais je voulais en faire une partie parce que c'est vraiment important que tu fasses du volume. C'est un multiplicateur en fait par rapport au nombre de réponses, nombre de calls que tu vas booker, le fait de faire du volume. Et aussi la quatrième partie qui va être le détachement. La première, du coup, partie que je voulais voir, c'est la trame. Message d'accroche, tu vas avoir plusieurs possibilités, déjà selon la façon dont tu vas contacter la personne, le type de profil, etc. Il y en a 3 que je te recommande d'utiliser. Mon message actuel, tu peux utiliser le même si tu es dans une niche similaire à la mienne. Si tu es dans du coaching sportif ou pas du tout dans le make money ou que tu es coach en investissement par exemple, ça va pas du tout être pertinent. Du coup, le message, ça va être hello prénom. Et je viens de trouver ton profil. J'imagine que tu dois recevoir 50 000 messages de prospection. Alors j'espère que celui-ci va se démarquer. Je viens de voir 2-3 points que tu pourrais potentiellement améliorer sur ton profil pour aller chercher. Là, tu mets ta promesse. Moi, du coup, c'est les 30 appels de vente par mois prédictibles. Si tu fais, je sais pas moi, t'aides des freelances à faire 3 000 euros par mois pour aller chercher les 3 000 euros par mois prédictibles, à toi de voir. Je ne veux pas faire de supposition dessus, mais c'est juste dans l'idée de te partager de la valeur. Dis-moi si ça fait sens pour toi que j'envoie mon analyse. Là, à partir de ça, bah, tu vas avoir un taux de réponse que soit entre 10 et 15%. T'envoies la vidéo d'analyse et après, bah, je vais y venir sur la suite, mais ça va basculer sur les questions. Peu importe le message d'accroche, tu vas toujours arriver à la même chose. Commencer à poser des questions. Mon ancien message de prospection, c'était hello prénom, tu vends toujours tes services. Donc, hello prénom, tu t'intéresses toujours à là, tu mets ta niche. Ça peut être hello prénom, tu t'intéresses toujours au coaching, enfin, tu t'intéresses toujours à la force athlétique. Hello prénom, tu t'intéresses toujours au street workout. Je pense que tu as compris l'idée. Hello prénom, tu cherches à te remettre en forme, je me trompe. Tu t'intéresses à la remise en forme, je me trompe. Après sa réponse, tu vas expliquer l'intérêt de cette discussion. Ok, top. Pour être 100% transparent avec toi, si je t'ai contacté, c'était pour pouvoir dans un premier temps connecter avec toi et en fait voir si je peux répondre à un de tes défis actuels à propos de, tu mets ta niche, à propos de la perte de poids, à propos de ta pratique en force athlétique, de ta pratique en street workout, bref. Du coup, j'aurais quelques questions à te poser. Est-ce que tu serais fermé à l'idée d'échanger? Le marché, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il évolue à chaque fois. Il y a différentes phases. Des fois, il y a des messages de prospection qui ont été tellement utilisés qu'ils vont plus avoir autant d'impact qu'avant. Moi, quand je l'ai utilisé, celui-ci marchait bien. Mais aujourd'hui, peut-être que ça ne va plus être pertinent. Si c'est ce cas, que tu l'as déjà essayé et qui n'a pas fonctionné, voilà ce que je te conseille de faire. Utiliser l'approche connexion. Dans tous les cas, comme je le dis là, tu fais du A/B testing et bah, tu vois ce qui t'apporte le plus de réponses. Un bon message de connexion, ça peut être ça. Hello prénom, j'espère que tu vas bien. Je suis tombé sur ton profil et j'ai adoré, chose que tu as réellement aimé sur son profil. Donc forcément, ça va te prendre 30 secondes d'analyser. Ça peut être son montage vidéo, ça peut être, je sais pas moi, un endroit dans lequel il s'est filmé. Enfin bref, c'est vraiment à toi de voir. C'est original.
Et j'avais une question pour toi. Ça fait combien de temps que tu, et là, chose en rapport avec son activité. Donc le but, c'est vraiment de connecter. Tu parles pas du tout de poser des questions ou quoi que ce soit pour l'instant. Là, c'est vraiment le but de connecter par rapport à son activité, lui. J'ai une petite question pour toi. Ça fait combien de temps que tu es monteur vidéo? Ça fait combien de temps que tu es freelance dans tel domaine? Et j'imagine que tu dois te faire prospecter 10 000 fois par jour. Alors je préfère être totalement transparent avec toi. C'est également un message de prospection. Par contre, ce que j'ai dit sur ton profil, c'est 100% honnête. J'attends ton retour avec grande impatience. À très vite. Le fait de rajouter cette petite phrase-là, ça peut paraître anodin, mais ça permet à la personne d'avoir conscience en fait de savoir que tu as été réellement honnête dans ta démarche et que c'est pas simplement pour la prospecter, que tu as réellement analysé son profil pour voir un truc pertinent, etc. Donc, je pense qu'avec ce message-là, bien évidemment, tu personnalises, etc., tu peux avoir un taux de réponse assez satisfaisant. Peut-être que tu vas faire un peu moins de volume, prendre un peu plus de temps, mais le taux de réponse va être plus élevé. Alors que là, tu vas prendre peut-être pas beaucoup de temps, mais le taux de réponse, je pense qu'il va être bas aussi. Donc, de toute façon, teste les deux, ça te coûte rien d'essayer. Peu importe le moment où tu es, tu arrives aux questions. Du coup, ici, tu demandes à poser des questions. Ici, tu fais la vidéo d'analyse à la fin. Bah, si ça t'intéresse, envoie-moi un message sur WhatsApp. Premier lien dans la description, tu rejoins le canal. Tu m'envoies un message. Si tu ne sais pas comment faire des vidéos d'analyse, que tu es dans la même niche que moi, je pourrais te montrer comment faire. Et bah, du coup, à la fin, tu vas basculer sur des questions. Et du coup, sur approche connexion, pareil, question. Des questions. Première chose, tu vas utiliser des interrogations négatives plutôt pour que le prospect il a dire non plutôt que oui. Okay, ça peut paraître aussi anodin, mais on dit plus facilement non que oui, on est plutôt tourné vers le négatif que le positif. Donc, est-ce que tu serais fermé à l'idée de au lieu de est-ce que tu serais partant à ou en quoi ce serait pas pertinent de continuer cette discussion ou au lieu de on est d'accord, c'est pertinent de continuer cette discussion. Voilà. Exemple, est-ce que tu serais fermé à l'idée de faire? Voilà, c'est exactement ce que je t'ai dit là. Le but des questions, ça va être de relever une inefficacité. Peu importe la façon dont tu t'y prends, je m'en fous les questions que tu poses, le but ça va être de relever une inefficacité par rapport à sa situation. Retiens vraiment ce mot, inefficacité, c'est le mot le plus important de la prospection. Les questions les plus efficaces moi que je vais te recommander d'utiliser, que j'utilise personnellement, la première ça va être, ok, sur une échelle de 1 à 10 du coup, à quel point tes stratégies de, là les choses qu'il a mises en place pour atteindre son objectif, sont optimisées pour te permettre d'atteindre là son objectif. Par exemple, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tes process d'entraînement, à quel point la façon dont tu t'entraînes aujourd'hui est optimisée pour te permettre d'atteindre le handstand en calisthénie. Voilà. Bien évidemment, là, c'est un exemple, mais je pense que tu as compris l'idée. Ça permet à la personne de déjà noter ce qu'elle fait actuellement. Et à partir de ça, tu vas pouvoir poser une question vraiment pertinente qui va te permettre de relever l'inefficacité. Ou, si c'est pas le cas, bah, je vais te montrer d'autres questions. Ok, là par exemple, tu as 17 sur 10. Et ce serait quoi du coup les 3 points manquants qui te feraient passer à 10 selon toi, qui ferait qu'à ce moment-là, ce soit 100% optimisé? Ah, bah je pense à un entraînement plus structuré. Ah, c'est d'avoir une meilleure organisation là-dessus, c'est d'avoir un meilleur plan de nutrition, c'est d'avoir peut-être c'est peut-être d'avoir une trame de prospection plus mieux organisée. Voilà. Je pense que tu as compris l'idée. Là, il va te dire ce qui va pas dans ce qu'il fait actuellement. Une autre question d'inefficacité que tu peux poser, c'est qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à passer de sa situation actuelle à sa situation désirée selon toi? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à passer un cas instable aux 2 000 € par mois stable avec ton activité et réservé assez d'appels de vente chaque mois, selon toi? Et là, ah bah c'est peut-être ça, ça, ça. Il y aura des prospects qui seront en train de se bullshit, qui te diront que c'est le temps, ce genre de choses. Je vais te montrer comment gérer ce genre d'objection juste après. Pour l'instant, retiens juste ces questions d'inefficacité. Sur une échelle de 10, c'est quoi les points manquants? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à passer de ta situation? Il y en a d'autres aussi, c'est quoi ton plus gros challenge actuellement? Enfin bref, il y en a plein en fait. Si tu n'as pas réussi à creuser une efficacité efficacement, tu peux poser des questions en reprenant ces termes. Peu importe la question que tu poses, une efficacité relevée doit être assez importante pour que le prospect ait une prise de conscience et qu'il ait une raison de continuer l'échange avec toi, que la raison soit assez grande pour réserver un appel. Okay. Après avoir posé les questions d'inefficacité et l'avoir relevé, il va falloir que tu apportes de la valeur au prospect par rapport à sa situation. Apporter de la valeur au prospect pour aider à progresser, après avoir relevé l'inefficacité. Ce que je te conseille pas de faire, c'est par exemple d'envoyer ta VSL ou ce genre de choses, parce qu'il a juste à cliquer sur ton profil, bon il a. Et c'est surtout que c'est pas du tout personnalisé, il va se dire je suis un prospect parmi tant d'autres, il en a rien à foutre de moi. Donc tu fais un vocal de 1 à 2 minutes, ça te prend 1 à 2 minutes comme indiqué. Tu restes dans le théorique, par contre ça c'est très important, plutôt que d'aller vraiment dans le pratique, dans le comment. Et pourquoi est-ce que je te recommande de rester dans le théorique plutôt que vraiment dans le pratique? Parce que tu fais ça pour l'aider. En fait, tu peux te dire oui, mais je suis un connard, je lui apporte pas réellement la valeur, etc. Mais en fait, tu fais ça pour l'aider sur le long terme. Le but, en fait, c'est d'amener le prospect vers un appel pour l'aider au maximum. Toi, tu as conscience que le fait de faire un appel va te permettre de mieux comprendre sa situation et potentiellement, derrière, sur le long terme, de lui partager une solution qui démarre avec toi. Et tu sais très bien
que si tu l'acceptes, c'est parce que son profil correspond, que tu vas pouvoir lui faire atteindre des résultats de fou. Donc ton but, c'est d'amener le prospect vers un appel pour l'aider au maximum. Si tu lui donnes 100% de la valeur du concret applicable, il aura à ce moment-là aucune raison de faire un appel avec toi. Oui, mais d'après ce que tu m'as partagé là, moi je pense que je vais pouvoir progresser. Là, je pense pas que ce soit pertinent pour l'instant le call, mais je peux te recontacter plus tard. Voilà ce à quoi tu vas être confronté à chaque fois. C'est la même chose avec ton R1. Je vais en parler après dans l'appel de vente, mais c'est pas un appel de coaching. C'est un appel de mise au point. Tu poses des questions. Partager de la valeur, ça passe, si c'est pertinent, à certains moments de la discussion ou à la fin, par exemple, tu peux lui fournir un plan d'action et tu peux à ce moment-là lui donner un petit peu de valeur. Ah oui, sur ton profil, par exemple, tu pourrais faire telle chose. Je pense que tu pourrais améliorer telle chose. Mais ça doit rester aussi dans le théorique comme partagé ici. Si à la fin si dans le R1, tu commences à le coacher, que tu lui donnes tous les documents de ton accompagnement, qu'est-ce qui fait qu'il devrait démarrer avec toi, sachant qu'il a déjà eu tout gratuitement. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Maintenant, comment booker le call après avoir partagé de la valeur? Alors, ok, écoute, après tout ce que tu m'as partagé là, le fait qu'actuellement il te manque, là tu remanifestes des manques, tu recites les manques qu'il a pour atteindre son objectif, son inefficacité. Ok, le fait qu'actuellement il te manque de la structure par rapport à ta prospection et que tu sais pas tellement comment convertir en appel de vente et que donc de ce que tu m'as partagé, ça va pas te permettre d'atteindre ton objectif de 2000 € par mois de manière stable en continuant comme ça. Je pense vraiment que le mieux que je puisse faire pour t'aider à progresser dans ta situation, ce serait tout simplement trouver un créneau pour qu'on se fasse un appel dans lequel je vais pouvoir mieux comprendre du coup ta situation et à la fin duquel je vais pouvoir te partager un plan d'action, qu'on soit clair. C'est pas un appel de coaching, ni même un appel dans lequel je vais te partager une offre, une solution ou quoi que ce soit. D'ailleurs, il n'y aura vraiment aucune décision. Tu peux mettre ta carte bleue dans le frigo si tu veux. C'est juste une mise au point, voir comment je peux t'aider. Donc, dis-moi en quoi ce serait pas. Du coup, dis-moi, est-ce que tu serais fermé dès qu'on soit cet appel? Est-ce que tu. En quoi ce serait pas pertinent de faire cet appel? C'est plutôt si t'as l'objection. Là, c'est est-ce que tu serais fermé à l'idée de faire cet appel? En gros, tu lui rappelles sa situation douloureuse, tu expliques que le plus adapté, donc, est de faire un call pour progresser dans ta situation. Tu mets en avant le bénéfice du call, mise au point plus plan d'action sur sa situation. Tu traites les objections avant même qu'il les énonce. J'ai rien à te vendre, il n'y a pas d'engagement, c'est offert. Et une question d'interro négative, est-ce que tu serais fermé à l'idée de. Voilà, je t'invite vraiment à prendre en screen ça. Si tu peux prendre les deux, c'est vraiment pertinent. Ensuite, comment tu vas pouvoir envoyer le calendrier? Donc là, s'il te dit non, non, je suis pas du tout fermé dès qu'on soit cet appel, tu vas peut-être vouloir lui envoyer directement ton lien calendrier, mais c'est une grosse erreur. Il est partant pour faire l'appel, ça ne veut pas dire qu'il va directement réserver le lien calendrier, sachant qu'aussi il va y avoir les questions dedans, etc. Le fait de réserver un créneau, ça peut rajouter entre guillemets de la friction, et il va falloir d'abord lui demander la validation, si c'est bon pour lui que tu lui envoies le calendrier. Si du coup tu l'envoies direct, il va pas réserver dans 70% des cas et il va te ghost. Par contre, si tu lui demandes la permission, top. Écoute, moi je fonctionne avec un calendrier. En fait, ça va nous permettre de réserver l'appel selon nos dispos à chacun. En fait, si je t'envoie, tu dois réserver un créneau et aussi répondre à quelques questions qui vont vraiment me permettre de mieux comprendre tes attentes avec cet appel et aussi qui vont nous faire gagner un maximum de temps avant. Bien évidemment, ça prend juste 3 minutes. Donc, est-ce que c'est bon pour toi si je te l'envoie? Là, il valide, oui. Et là, tu lui envoies le calendrier. Les questions du calendrier que je peux te recommander de faire. Si tu veux, tu peux voir dans ma page de réservation d'appel les questions que j'ai exactement mis. En gros, déjà, tu mets obligatoire prénom, nom, numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, très important. Ça va te servir à faire l'appel de triage sur lequel je vais revenir après. Quel est ton revenu mensuel actuel? Ta liste de tranches. Qu'attends-tu de cet appel? Quel est le principal blocage que tu rencontres actuellement dans. Là, tu mets sa situation, dans ta niche. Si une solution te conviendra à 100%, cette question aussi elle est absolument pas à éviter. C'est à partir de ça que tu vas pouvoir creuser les finances de ton prospect. Si une solution te convenait à 100%, combien est-ce que tu serais prêt à investir dedans? Tu mets par liste de tranches. Bref, tu peux t'inspirer de ma page calendrier comme je te l'ai montré. Donc tu demandes la permission, tu l'envoies. Si c'est oui, hop là tu l'envoies. S'il a une objection, tu la traites avant de lui envoyer. De toute façon, une objection elle va devoir se manifester à un moment donné. C'est pareil en appel de vente. Si tu la traites pas au début, tu vas devoir la traiter à la fin. Donc c'est mieux de la traiter avant que tu aies partagé le calendrier. Comme en appel de vente, c'est mieux de la traiter avant d'annoncer le tarif plutôt que après. Voilà par rapport à ça. Maintenant, on va voir du coup la gestion d'objections par rapport à la prospection. Parce que ce que je t'ai partagé là, pour l'instant, avec la trame de prospection, ça va être le cas idéal où le prospect, il est chaud, il est réceptif aux questions, il te répond à chaque fois, il réserve l'appel, etc. Mais bien évidemment, ça ne va pas se passer comme ça à chaque fois. Tu vas y être confronté à différents moments de la discussion. Là, je vais te montrer du coup différents moments, les 80% de moments dans lesquels il peut y avoir des objections. Et donc, comment gérer aussi les 80% d'objections auxquelles tu vas être confronté. Peu importe l'objection,
ça va être la même base pour la traiter. Embrasser, tu dois te mettre à la place réelle, enfin vraiment à la place du prospect, comprendre totalement sa situation. Ensuite, recadrer, en fait, expliquer la réalité de la situation à ton prospect, lui faire voir autrement. S'il a une objection, c'est qu'il a une crainte derrière. Et donc ton objectif, c'est de lui faire voir autrement pour qu'il n'ait plus cette crainte. Et à la fin, question liée à sa situation, liée à l'objection que tu as traitée et liée au fait que tu as recadré. Est-ce que tu ne penses pas que X, en quoi ce serait pas pertinent de X, voilà. Exemple concret, du coup, les 20% d'objections que tu vas rencontrer 80% du temps. Au début, l'objection à laquelle tu vas probablement être confronté, ça va être j'aime pas me faire prospecter. Du coup, là, comme tu vois, je l'ai séparé en 3 parties. La première, ça c'est j'embrasse. Là, je recadre. Et là, je pose la question. Mais écoute, je comprends entièrement. C'est sûr que ça doit pas être agréable de te faire prospecter toute la journée. Même au bout d'un moment, je pense que ça doit te faire chier. En vrai, honnêtement, là, si je suis venu, c'est vraiment en toute bienveillance pour voir si je peux t'aider par rapport à ta situation. Après, si vraiment, vraiment pour toi, le fait de prendre 5-10 minutes pour échanger, ce serait pas pertinent, je comprendrai. Mais juste par curiosité, du coup, en quoi ce serait pas pertinent, sachant qu'au pire des cas, tu élargis ton réseau, et au meilleur des cas, ça peut changer ton activité, voire même changer ta vie. Tu vois, tu l'as fait voir la chose d'une façon autre. En gros, il a rien à perdre avec ces discussions. Et pourquoi, du coup, en quoi c'est pas pertinent de faire ces discussions, simplement. L'autre objection, là, il va y avoir 2 versions, ça va être j'ai pas le temps. La V1, c'est pour échanger, la V2, c'est pour l'appel. La première, ok, ouais, vas-y, je veux bien répondre à tes questions, mais là, j'ai pas le temps, est-ce que je peux te recontacter? Non, écoute, en vrai, je comprends entièrement que t'as pas forcément énormément de temps, ça doit être dur, c'est un emploi du temps chargé, et t'as pas forcément beaucoup de temps à aller sur Instagram, je comprends. Bon, après, le fait d'échanger ensemble, ça va littéralement prendre 5 minutes, et vu qu'on échange par message, tu pourras me répondre quand tu peux, quand ça t'arrange. De toute façon, au pire des cas, là, c'est remettre le bénéfice de la discussion, au pire des cas, t'élargis juste ton réseau avec ces discussions, au meilleur des cas, ça peut changer ta situation. Du coup, en quoi ce serait pas pertinent de prendre quelques minutes pour échanger? Du coup, sachant qu'on échange par message, tu peux me répondre aussi quand ça t'arrange. Donc tu vois, t'embrasses, tu dis oui, je comprends que tu puisses avoir un emploi du temps chargé, que tu te mets réellement à sa place. Ensuite, tu fais voir que cette discussion ne va pas être longue, donc voir la chose d'une façon autrement, d'une façon autre. Et à la fin, la question, en quoi ce serait pas pertinent? La V2, ça va être pour l'appel. Je vais te la faire maintenant. Je comprends entièrement, donc là c'est par rapport à l'appel. Ok, ouais, mais j'ai pas trop de dispo cette semaine, j'ai pas du tout de dispo, etc. J'ai telle chose, telle chose. Ouais, mais en vrai, je comprends entièrement. Là, il va y avoir aussi une notion de recadrage, c'est pour ça qu'il est un peu plus long le message. Si à ce moment-là il te dit ça, c'est parce qu'il ne voit pas probablement l'intérêt de l'appel. Ok, écoute, je comprends entièrement que tu puisses avoir un emploi du temps chargé, que t'as pas forcément énormément de temps, donc même façon d'embrasser. Bon, après, le fait de trouver 40 minutes dans ton emploi du temps dans la semaine pour avancer dans ta situation, savoir comment tu vas pouvoir, là tu remets en avant son objectif. Entre nous, c'est aussi une question de priorité. Tu vois, par exemple, moi je connais personne qui a réellement envie de changer sa situation, qui a envie de changer sa vie, mais qui n'est pas prêt à prendre 40 minutes, ne serait-ce que 40 minutes, à dédier. Donc, en quoi serait pas pertinent de trouver ce créneau dans ta semaine pour faire cet appel, sachant qu'on peut le faire quand ça t'arrange, selon nos disponibilités à chacun, et que c'est aussi une question de priorité. Voilà pour cette objection-là. Objection à laquelle tu vas te confronter, la V1 pour échanger, la V2 pour l'appel, ça va être j'ai pas besoin d'accompagnement, j'ai pas envie que tu me vendes quoi que ce soit, tout ce qui touche au fait qu'il pense que tu vas lui vendre un truc. Ok, ça peut être au message de contact du coup, et si c'est pour la V1, écoute, en vrai je comprends entièrement que t'aies pas envie qu'on démarre ensemble, qu'on je te propose un accompagnement ou quoi que ce soit, je débarque comme ça dans tes DM, c'est totalement normal. Et en plus, ça tombe bien parce qu'avec cette discussion, j'ai littéralement rien à te vendre. En fait, pour l'instant, je sais même pas si je peux vraiment t'apporter quelque chose pour ta situation. Donc tu vois, je suis vraiment loin là de te proposer une solution. Et de toute façon, je propose jamais d'accompagnement par message, etc. Donc, sachant que ça t'engage en rien, que là, t'as littéralement rien à perdre, c'est juste voir comment je peux t'aider, en quoi ce serait pas pertinent d'échanger. Et là, tu as géré l'objection, tu l'as fait voir la chose d'une façon ou autre, que tu vas rien lui vendre, que c'est juste voir si tu peux l'aider. De toute façon, tu proposes rien par message. La V2, ça va être pour l'appel. Alors là, ça va être un peu plus long, un peu plus délicat. Ça va être d'expliquer le rôle de cet appel, le but de cet appel. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire par rapport à ça. Et c'est totalement ok. Hein. Si t'as pas envie d'investir dans un accompagnement ou quoi que ce soit, c'est totalement ok. En fait, ce que je te propose avec cet appel, c'est pas du tout une offre ou quoi que ce soit. À la fin, il y aura pas du tout de décision. Comme je te l'ai partagé, c'est vraiment une mise au point. Même si tu veux, tu peux mettre ta carte bleue dans le frigo. L'objectif, ça va être simplement de comprendre ta situation pour voir ce qui peut être fait de ton côté pour progresser. Je doute bien, je ne vais pas te partager une solution, sachant que je connais pas encore ta situation et ça va pas se faire du coup sur le premier appel. Du coup, tu demandes peut-être ce que j'aille gagner. Déjà, pour moi, c'est cool d'aider des personnes gratuitement. Et puis, si c'est pertinent à la fin, là, je me permettrai de te proposer un second rendez-vous que tu seras libre d'accepter ou non. Donc, sachant que ça t'engage en rien, que je vais rien te vendre et que tu vas pouvoir repartir avec un plan d'action, comme je te l'ai dit, en quoi serait pas pertinent de faire ce call? Et là, tu as géré l'objection, tu lui as fait prendre conscience qu'avec cet appel, tu vas rien lui vendre,
que c'est juste une mise au point, que tu ne forces absolument pas. En plus, tu as expliqué en quoi pour toi ça pourrait être pertinent. Donc tout ce qui est notion de oui, mais c'est un charlatan, etc. Il dit ça pour me faire plaisir, mais en vrai, il va me vendre un truc et tout, c'est suspect. Tout ça, ça disparaît. Et à la fin de la question, là, il n'y a aucune raison finalement que la personne ne fasse pas l'appel avec toi. Je suis déjà accompagné, ça va un peu rejoindre cette objection, mais pour moi, ça va être une façon différente. Top, tu as clairement raison d'être accompagné, c'est le mieux pour progresser rapidement. Et du coup, tu as accompagné sur quel point précisément? Ok, je vois. Et c'est quoi les points qui ne sont pas abordés dans l'accompagnement que tu suis actuellement? Donc là, ça va être deux cas. Si tout est abordé dans son accompagnement, qu'il est réellement satisfait de ce qu'il suit actuellement, ça sert absolument à rien de continuer. Si tout est abordé dans son accompagnement, qu'il est satisfait, tu fais pas. Par contre, si là il te dit oui, c'est vrai que ça, pour moi, c'est pas ouf, je pense qu'il y a moyen de mieux faire, etc. Tu creuses l'inefficacité à partir de ça. Tu rebascules sur la trame. Ok, et du coup, c'est optimisé à combien sur une échelle de 10 selon toi? S'il te dit le thème qui n'est pas trop abordé dans mon accompagnement, c'est l'organisation de sa prospection. Ok, et du coup, par rapport à ça, ta prospection aujourd'hui, elle est optimisée à combien sur une échelle de 10, tu penses? Voilà. À partir de ces termes, tu poses la question d'inefficacité. C'est ça en fait, suivre la trame de manière intelligente, c'est savoir reprendre les termes du prospect et adapter les questions en fonction de ce qu'il t'a dit juste avant. Voilà pour la façon de gérer les objections, mais retiens toujours ça avec les paragraphes embrasser, recadrer, question. Le troisième pilier du coup de la prospection, ça va être bien évidemment de faire du volume. Comme je t'ai expliqué, le volume, ça va être le multiplicateur de ton succès avec la prospection. Tu as la bonne trame, tu fais pas de volume, tu vas avoir pratiquement aucun résultat. Tu vas peut-être book 1, 2 calls par semaine, mais grand maximum. T'as pas la bonne trame, tu fais du volume, tu vas peut-être book 4, 5 calls par semaine. Le volume va l'emporter, mais du coup, l'idéal, c'est d'avoir la bonne trame, savoir bien prospecter et faire du volume. C'est X fois, enfin, le tel facteur fois tel facteur qui va te permettre d'avoir le plus de résultats possible. Donc, 60 DM par jour, c'est l'idéal. 40 relances par jour sur les personnes que tu as contactées la veille. Je te conseille de gérer tes discussions avec les étiquettes. Par rapport aux étiquettes, sur PC, tu vas pas pouvoir le faire. Par contre, sur téléphone, tu cliques, tu maintiens une conversation. Tu vas sur ajouter une étiquette, tu as prospect, commandé, réservé, etc. Tu peux les gérer comme ça. Moi, je te conseille d'avoir une étiquette pour les prospects qui t'ont déjà répondu une fois, une autre étiquette différente pour les prospects pour qui c'est pertinent, une autre étiquette pour les personnes à qui tu as déjà envoyé le lien Calendly. Comme ça, c'est les personnes à relancer en priorité toutes les 24 heures. Les autres, enfin en fait c'est par ordre du coup de priorité. Les personnes à qui tu as déjà envoyé le Calendly, c'est à relancer en priorité. Les personnes dont les discussions sont pertinentes, c'est à relancer aussi en priorité deuxième. Et les personnes qui ont une discussion, enfin que tu as déjà engagé la discussion pour lequel c'est pas encore pertinent, c'est à relancer en troisième. Et si tu n'as pas fait encore tes 40 relances, tu relances les prospects que tu as contactés la veille. Donc, bien évidemment, ça passe aussi par les réponses aux messages dès que possible, maximum dans la journée. Mais en prospection, plus t'es rapide, il y a des fois où tu peux book des calls en direct, littéralement en 5-10 minutes, si tu fais l'échange comme ça en one-one avec la personne. Donc dis-toi que moins de volume, c'est moins de réponses, c'est moins de calls, et donc c'est moins de clients. La prospection, si tu consacres entre 2 et 3 heures par jour, c'est vraiment l'idéal. Tu prends 1 à 2 heures à faire tes 60 DM, et après, tu prévois entre 30 minutes à 1 heure. Au début, ça va peut-être te prendre 1 heure, mais après, ça te prendra moins de 30 minutes pour répondre à tes messages dans la journée. La quatrième chose importante au niveau de la prospection, ça va être le détachement. Ok, si tu as l'intention, si tu as la mauvaise intention, en fait, tu as beau avoir la meilleure trame de prospection, savoir gérer des objections, si ce n'est pas sincère et que tu as la mauvaise intention avec la prospection, ça ne va pas marcher. Dis-toi que tu es missionné pour aider les gens. Tu dois répondre à tous tes messages de manière rationnelle et non émotionnelle, même quand on te manque de respect, même quand l'objection elle te fait chier, que ça fait la 10e fois de la journée que tu la vois, tu dois répondre de manière rationnelle et pas émotionnelle. C'est pour ça ici que j'ai bien spécifié que je m'adresse aux gens qui sont rationnels et pas aux gens émotionnels. Accepte aussi que tu ne peux pas aider tout le monde, ok? Ça passe là par là, ce que je veux dire par détacher, c'est le fait que tu as des centaines de prospects, ok? Si un prospect ce n'est pas pertinent, ça ne sert à rien de forcer la discussion. S'il est déjà accompagné et qu'il est satisfait, ça ne sert à rien. A l'inverse, aussi, c'est pas parce que, je sais pas moi, il a donné une objection que la discussion est finie et que ça va pas être possible de lui faire réserver un call, etc. Donc accepte que tu ne peux pas aider tout le monde et à l'inverse aussi, sois conscient que la plupart des gens peuvent être aidés quand même. Donc mets ton focus sur les 20% de prospects qui correspondent le plus à ton avatar et avec lesquels tu as le plus de chances de réserver un appel. Si c'est vraiment à eux, en fait, dès que tu vois leur notif, tu dois sauter dessus et tu dois répondre à leur message en fait le plus tôt possible. Les autres, bon, c'est pas grave si ça te prend 1 heure ou quoi, mais eux, c'est vraiment la priorité. Comme je te l'ai dit, du coup, tu tries tes prospects avec les étiquettes sur Insta. 10 commandements de la prospection, les règles importantes à absolument
bah, du coup respecter pour être performant, c'est déjà de ne pas réagir de manière émotionnelle au message, c'est de traiter toutes les objections de tes putains de prospects, ok, et pas du coup te sentir missionné, ça passe par là, pas du coup te dire ah mais j'ai la flemme, j'ai ci, j'ai là, bon on a tous la flemme, si c'était pendant 2 heures c'est pas grave, mais tu dois répondre à la fin de la journée, dis-toi que c'est ta mission de répondre à tous tes messages, d'avoir ta boîte de réception clean. Tu accepteras que tu ne peux pas aider tout le monde aussi. Tu donneras jamais tes tarifs par message. Grosse erreur. Ça va être pareil au niveau de la vente. Si tu arrives au R1, que la personne te dit oui, et du coup, juste par idée, c'est quoi tes tarifs? Tu peux dire oh, génial, il est intéressé. Bah, non, non, c'est la pire des choses à faire. Tu ne donnes jamais tes tarifs par message ou même au début d'un rendez-vous d'un R1. Ok? Bien évidemment, ça permet d'avoir tout creusé et par message, ça ne doit jamais se faire. Tu ne parleras jamais de ton offre par message aussi, par la prospection. Tu ne parles jamais d'offre, d'accompagnement par message. Tu ne réponds pas aux questions de ton prospect avant qu'il ait répondu aux tiennes. Ça aussi, c'est le leadership à avoir en conversation. C'est d'abord toi qui lui poses des questions et c'est après à lui d'y répondre. Alors qu'on soit clair, il y a une frontière entre les deux en fait. Si le rapport de force inverse, que c'est lui qui commence à poser des questions, c'est là où il y a le problème. Par contre, si c'est juste une question de curiosité, en fait, il faut donner au prospect ce qu'il veut ou gérer l'objection pour lui faire prendre conscience que bah, c'est pas pertinent pour le moment. Si c'est juste, ouais, du coup, toi, tu fais quoi avec ton activité? Qu'est-ce que tu fais? Je serais curieux de savoir qui tu es, etc. Si t'as pas encore fait ta storyline de présentation, bah là, tu peux lui en dire un peu plus sur toi. Tu relanceras tes prospects aussi toutes les 24 heures. Tu sauras poser tes limites et recadrer quand un prospect te manquera de respect. Poser ses limites, ça veut par exemple dire quand un prospect t'insulte, non, tu n'as pas à continuer la discussion avec lui. Je suis désolé, il y a une limite à avoir. Et recadrer, c'est par exemple quand il te demande tes tarifs ou qu'il ne met pas de valeur sur ce que tu dis. Tu n'abandonneras pas même si les premières semaines seront compliquées. Dans la prospection, peut-être tes premières semaines, tu vas book peut-être 2, 3 calls par semaine. Mais c'est normal. Dis-toi que plus tu avances, plus les compétences que tu vas avoir bah, seront acquises et que tu ne vas jamais les perdre. Donc c'est un cercle vertueux. Tu ne proposeras pas d'appel avant d'avoir relevé une inefficacité et apporté de la valeur. Sinon, il n'a aucune raison de réserver l'appel avec toi. Voilà pour la troisième partie du coup qui est la prospection. Maintenant on va voir la quatrième qui est la vente. Alors ça va être assez long. Et encore là je vais peut-être traiter, je sais pas, 5% de la vente. C'est vraiment énorme tout ce qu'il y a à voir par rapport à ça. Je vais vraiment partir sur les bases. Du coup la base déjà c'est d'avoir un échange. La vente c'est un échange. C'est juste, il n'y a pas de, il y a un closer, il y a un truc. Oui ça c'est fondamentalement c'est vrai. Mais de la base des bases c'est que la vente c'est un échange. Le prospect il a de l'argent. Toi, tu as de l'information. C'est un échange entre deux personnes. Le but de l'appel, ça va du coup être de comprendre la situation du prospect et voir quelle est la chose la plus adaptée dans sa situation. C'est ni plus ni moins que ça. Comprendre, trouver une solution à sa situation. Et si la solution, bah, du coup, c'est de partager une offre, c'est de partager une offre. Si ce n'est pas pertinent, tu ne proposes pas de R2, il n'a pas les finances, ou tu n'aimes pas son profil, etc. Ça ne doit pas être une excuse, mais si par exemple tu vois que c'est vraiment un profil que tu n'as pas envie d'accompagner, qu'il a une mauvaise vibe, ou qu'il n'a pas les finances, là, ça servira à rien. Script de vente, ça c'est essentiel quand tu démarres. Je vois beaucoup de personnes qui ont l'ego de ne pas avoir un script de vente quand ils démarrent. C'est vraiment une très grave erreur et en fait ça va se manifester par tout un tas d'objections si tu ne fais pas ça. Même si tu as l'air robotique au début, c'est vraiment ok. Progressivement, tu vas en fait suivre les questions intelligemment. Au début, tu vas être comme un bot. Après, tu vas d'abord suivre les questions intelligemment. Ensuite, tu vas te détacher des questions et tu vas respecter la trame de manière générale. Avoir des questions précises quand tu démarres qui permettent de traiter tous les points et traiter toutes les objections, bah, c'est vraiment essentiel avant de pitcher ton offre du coup. C'est mieux de gérer les objections avant d'avoir pitché l'offre plutôt qu'après. Maintenant, l'appel de triage. L'appel de triage, c'est quelque chose que tu vas faire, un appel téléphonique, 30 minutes avant le vrai. Tu vas récupérer son numéro grâce au questionnaire Calendly. C'est pour ça que ici, quand j'y reviens sur la prospection, c'était cette partie voilà, question du calendrier. C'est pour ça qu'ici tu demandes son numéro de téléphone pour après faire l'appel de triage. Qu'est-ce que tu vas faire dans cet appel de triage? Je vais t'expliquer ça tout de suite. L'appel de triage, du coup, ça va être 30 minutes avant le vrai appel. S'il est à 15h, ça va être à 14h30. Ça permet de revoir avec lui les réponses du calendrier qu'il a mises et de prendre l'appel que si le prospect est qualifié. C'est là où tu fais le processus de faire un appel qualifié. Ok, c'est ça que j'appelle appel qualifié. C'est un prospect du coup, que tu as validé avec le questionnaire calendrier. Enfin, tu vas reprendre déjà tous les termes du calendrier. Ok, tu m'as dit que ce que tu as demandé cet appel, c'est ça, ça, ça. Ok, super. Maintenant, tu creuses les finances. Tu revois d'abord toutes les réponses. À partir de la question combien serais-tu prêt à investir dans une solution, tu creuses les finances. Ok, du coup, tu m'as dit que ce que tu serais prêt à investir dans une potentielle solution, ce serait entre 0 et 100 euros, c'est bien ça? Oui. Ok, est-ce que je peux te poser quelques questions au niveau de tes finances? Tu dois d'abord savoir combien il a sur ses comptes, ensuite combien il a d'épargne, combien il a en crypto, bourse,
et combien il a de charges aussi, s'il vit tout seul, etc. Pourquoi est-ce que tu dois savoir ça? En fait, le but, ça va être derrière de lui partager une solution pertinente. Déjà, pas faire l'appel si c'est pas pertinent, s'il n'a pas les finances, et aussi pour lui partager une solution adaptée à ses finances. Alors, attention, ce que je vais dire là, tu vas adapter ta solution en fonction des finances du prospect. Le but du prospect, c'est d'avoir les meilleurs résultats possibles pour sa situation, pour son activité. Le fait d'atteindre son objectif le plus rapidement. Une solution à 1000 euros n'aura pas le même impact qu'une solution à 10 000 euros par exemple. 1000 euros, il va avoir telle valeur, telle valeur, telle valeur. Avec 10 000 euros, il va avoir du one-to-one, peut-être même du présentiel, etc., etc. Donc il va atteindre ses objectifs plus rapidement. La valeur ne va pas être la même. Du coup, forcément, le prix n'est pas le même. Et toi, tu vas pouvoir du coup le close plus haut. Alors, l'objection fréquente avec laquelle tu vas être confronté, pourquoi tu me demandes ça? Expliquer que d'abord, si tu dois lui partager une solution, il faut que lui soit en capacité d'investir dedans. Ok, je vais t'expliquer du coup. En fait, c'est si derrière, sur le long terme, je dois te partager une solution. Je comprends bien que si tu n'as pas la capacité d'investir dans une solution à 10 000 euros, ça ne sert à rien que je te la partage. Oui, ok. Donc, est-ce que tu comprends que je dois savoir tes finances pour savoir à peu près quelle est ta capacité d'investissement? Oui, ok, du coup, tu as combien sur ton compte actuellement, etc. Si par exemple tu te poses objection, tu adaptes l'offre en fonction de combien j'ai. Rationaliser que son but, comme je t'ai expliqué, c'est d'avoir le meilleur rapport qualité-prix. Et donc, s'il a plus de capacité d'investissement, tu vas pouvoir lui partager une solution plus élevée en valeur et donc en tarif. L'objection généralement derrière, c'est qu'ils ne comprennent pas que valeur, le prospect ne comprend pas forcément que prix plus élevé égale valeur plus élevée. Il pense que prix plus élevé égale juste prix plus élevé, mais pas la valeur qui suit. Il faut lui expliquer que, bien évidemment, les deux suivent. Voilà par rapport à l'appel de triage. Maintenant, je vais te montrer comment faire un R1. Quelle est la structure d'un appel de R1? R1, premier rendez-vous. Alors, un exemple que tu peux utiliser, c'est déjà connecter avec le prospect. Tu arrives, ok, tu viens d'où, etc. Ok, tu as prévu quoi aujourd'hui? Ça permet d'avoir un icebreaker. Si tu peux créer un vrai lien avec le prospect, ça doit durer 5 minutes. C'est vraiment l'idéal. Ensuite, tu cadres l'appel, tu lui expliques le but de cet appel. Est-ce que c'est bon pour toi si on entre dans le vif du sujet? Ok, du coup, le but de cet appel, concrètement, c'est de se mettre au point sur cette situation, voir comment est-ce que je peux t'aider par rapport à ça. En gros, à la fin, je vais pouvoir partager un plan d'action et si c'est pertinent, je me permettrai notamment de te proposer un second rendez-vous. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, ok, on entre dans le vif du sujet et là, bam, tu commences avec tes questions. Douleur, là, tu poses des questions par rapport à sa situation. Qu'est-ce qui fait que tu as réservé cet appel? Ok, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu cherches à développer ton activité? Qu'est-ce qui fait que tu cherches à être plus performant dans le sport? En quoi c'est important pour toi d'être plus performant dans le sport? Ok, qu'est-ce que tu veux dire par, etc., etc. Tu dois reprendre ces termes jusqu'au maximum, jusqu'à arriver à une douleur profonde, la réelle raison pour laquelle il fait ça. C'est très important. Ensuite, les objectifs du prospect. Ok, concrètement, comment tu te vois dans 6 mois? En quoi c'est important pour toi d'atteindre cet objectif? Sur une échelle de 1 à 10, à quel point c'est important? À quel point c'est urgent? À quel point c'est urgent aussi de trouver une solution pour te permettre d'atteindre cet objectif? Et là, ça te permet de gérer des objections en amont. Question pour valider les points. Il va en avoir tout un tas. Déjà, ça va être qu'est-ce qui fait que ça va être le meilleur moment pour toi de changer les choses? Qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas le faire seul? Qu'est-ce qui fait, selon toi, la différence entre le fait d'être accompagné et le fait de faire seul? Ok. Et concrètement, c'est quoi la solution idéale que tu verrais? Et là, tu vois, ça te permet de traiter plein d'objections avant de proposer la solution. Du coup, gestion d'objections s'il en a. Programmer le R2 le plus rapidement après le R1, 1 à 2 jours après idéalement. Pour te donner une idée, plus le délai entre le R1 et le R2 est long, plus il va avoir la voix d'appeur qui va revenir, moins il y a de chances en fait qu'il se pointe sur l'appel. Après 24 heures, ça divise par 2. Après encore 24 heures, après ces 24 heures là, ça va diviser par 2, etc., etc. Donc, comme tu le vois, 1 à 2 jours après, c'est vraiment l'idéal. Même un prospect qui est vraiment chaud, tu peux réserver l'appel à la fin de la journée si tu le fais le matin. Donc les points absolument validés, c'est les finances, combien il a. Ensuite, s'il est bien le seul décisionnaire de ses finances. Pour le R1, en vrai, c'est pas forcément un problème. Ça va être par contre pour le R2 que, bien évidemment, va devoir y avoir la personne qui doit être là. Pourquoi ne pas le faire seul? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu ne veux pas le faire seul? Qu'est-ce qui fait la différence entre le faire seul et être accompagné selon toi? Qu'est-ce qui fait que c'est le meilleur moment pour toi de changer les choses? Et ça, ah oui, cette question, sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que tu me fais confiance en ma capacité à pouvoir t'apporter des résultats? Si tu dois avoir vraiment un point à valider, c'est la confiance. C'est vraiment le truc le plus important. En fait, dis-toi que tu ne picheras pas tant que la confiance n'est pas à 10 sur 10. C'est vraiment hyper important de lui montrer tout ce qui est nécessaire pour qu'il ait confiance en toi. C'est pour ça qu'aussi on fait tout le processus de VSL, etc., de social proof. C'est pour augmenter la confiance que le prospect a envers toi. Il ne pourra jamais passer à l'action s'il n'a pas 100% confiance en ta capacité à apporter des résultats. Et dis-toi
que si, ça c'est une preuve de détachement aussi, comme j'en parlais en prospection, c'est la même chose en vente. Si tu n'es pas capable de faire monter la confiance à 10 sur 10 avec un prospect, tu es 100% honnête avec lui, tu lui dis que ça sert à rien, tu lui partages une solution s'il n'a pas 100% confiance. Donc, soit il te donne les points qui feraient passer à 10, qui ferait qu'il ait 100% confiance en toi, soit vous raccrochez l'appel ici. Voilà, mettre un ultimatum comme ça, si le prospect n'arrive pas à te dire concrètement ce qui le ferait passer à 10 en termes de confiance. La question à poser, c'est sur une échelle de 10, à quel point tu me fais confiance. S'il a 7 sur 10, ok, c'est quoi les points manquants? S'il te dit je sais pas, du coup, si tu sais pas, c'est soit que tu me fais réellement confiance, soit qu'il y a des points que tu veux pas me dire. Ok. Non, mais vraiment, je sais pas, je sais pas. Là, l'ultimatum entre les deux. Et si par contre, il y a les éléments rationnels que tu dois lui fournir, mais que tu n'arrives pas quand même à monter à 10 sur 10, bah à ce moment-là, raccroche l'appel. Ça sert à rien de continuer. De toute façon, il ne passera pas à l'action avec toi. C'est juste que pour l'instant, tu n'es pas assez bon en vente pour assez inspirer la confiance. Et bien évidemment, pour inspirer la confiance, il faut être confiant en ton produit. Ça passe par là. Dis-toi que la vente c'est 80% de certitude. Un mec avec zéro script mais qui a confiance en lui, il sera plus fort qu'un mec qui a un script mais qui n'a pas confiance en lui, qui n'a pas confiance en son produit. C'est 80% de certitude la vente, véritablement. Tu es là pour changer la vie de ton prospect. Réalise à quel point en démarrant avec toi, il va pouvoir changer sa vie. R2, closing. Donc là, tu as validé tous ces points-là. Tu es là pour changer la vie de ton prospect et donc ça va être par le closing que tu vas pouvoir lui partager la solution. Comme j'ai dit, tu as traité tous les points dans le R1, mais là, tu n'as pas encore partagé l'offre ni le montant. La structure de l'appel, à la limite, dans certains cas, tu peux partager la solution, mais tu ne partages jamais le montant sur le premier rendez-vous. Très important. La structure de l'appel, du coup, pour le R2, ça va être reprendre les points importants vus dans le R1. Tous ces points-là, tu vas devoir les revalider au début. Gestion d'objection, pitch de l'offre, closing, et s'il y a d'autres objections aussi, bien évidemment, les traiter. Objection, il n'y a pas qu'une façon de gérer une objection, ça dépend de la situation. Il faut être dans la team du prospect, l'aider à prendre la meilleure décision pour lui. C'est pareil, c'est vraiment ça que tu dois te dire, tu es missionné pour aider le prospect. Si le plus adapté, c'est de lui proposer l'offre, tu lui proposes. Si c'est pas adapté, tu lui proposes pas. Être dans la team de son prospect, ça veut dire que ton prospect, lui, par exemple, il pense que pour atteindre A, enfin lui, il veut atteindre A, et toi, tu parles de B. Là, c'est la mauvaise chose à faire. Lui, il veut atteindre telle chose, toi, tu parles de ça. Il pense que tu es là pour lui vendre un truc qui ne va pas le faire avancer. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que ton prospect se soit aligné avec ton prospect, la vibe, la frame. Ton prospect, il va atteindre A, tu lui montres que vous allez pouvoir l'atteindre ensemble. Tu es là pour lui montrer la décision la plus pertinente, être dans sa team. Lui, il veut atteindre ça, si tu lui montres ça, ça va pas être pertinent. Si lui veut atteindre ça, que tu lui montres que c'est corrélé justement avec ce que tu peux faire et ce que vous allez faire ensemble, bah là, bien évidemment, il va être dans. Enfin, vous allez être ensemble et c'est l'atteinte d'un objectif, c'est pas prospect vs closer. Traiter une objection, du coup, c'est embrasser, isoler, traiter. C'est un peu la même chose qu'en prospection. Mais au lieu de recadrer ça va être dans certains cas, ça va plutôt être isoler ici. Isoler l'objection, comprendre réellement ce qui le bloque. Ok, c'est ça qui te bloque. Et là, bam, traiter avec la question. Je peux le faire seul. Objection à laquelle tu vas beaucoup être confronté. Alors, voilà un exemple dans lequel comment tu peux traiter ça. Bien évidemment, ça doit être plus développé, mais c'est juste pour te montrer. Être dans la team, du coup, accepter, embrasser. Bah écoute, c'est vrai, j'en doute pas. Je pense que tu peux très bien le faire seul, j'en suis même convaincu. Mais la vérité, c'est que c'est une question de temps. En fait, pour t'expliquer, tu penses pas qu'être. Enfin, là, tu peux d'abord lui expliquer la différence entre le faire d'être accompagné et le faire seul. En fait, en te faisant accompagner, bah, tu vas éviter de perdre du temps, de faire des actions inutiles, d'avoir littéralement quelqu'un qui t'accompagne qui a déjà la situation que tu veux et donc d'avoir les meilleurs plans d'action, etc. En fait, ça va te permettre d'atteindre tes objectifs plus rapidement. Est-ce qu'on est d'accord par rapport à ça? Oui, on est d'accord. Ok. Du coup, qu'est-ce qui fait que tu as besoin de perdre du temps? Et toi, est-ce qu'on est d'accord que ton objectif, c'est d'atteindre tes objectifs le plus rapidement possible? Oui, ok. Donc, vu que le fait d'être accompagné va te permettre d'atteindre tes objectifs le plus rapidement possible et que toi, c'est littéralement ce que tu veux, en quoi ce serait pas pertinent? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu as besoin de perdre du temps, de l'énergie, même de l'argent, si tu es dans le make money, pour te rendre compte qu'une solution est ce qu'il y a de plus adapté pour atteindre ton objectif le plus rapidement? Qu'est-ce qui fait que tu as besoin de perdre ça? Ah bah je sais pas, ah oui c'est vrai qu'en fait le fait d'être accompagné, etc. Bon, ça va peut-être pas se gérer de la première fois, mais en gros c'est rationaliser que le fait de le faire seul va lui faire perdre du temps. Ensuite que son objectif, lui, c'est d'atteindre son objectif le plus rapidement possible, que l'accompagnement va lui permettre ça. Et donc, en quoi ce serait pas pertinent? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'il a besoin de ne pas se faire accompagner pour finalement se rendre compte qu'une solution lui aurait fait obtenir des résultats plus rapidement? Voilà. Prends en screen ça si tu veux. Je veux y réfléchir. Je comprends. Du coup, tu veux réfléchir à quoi concrètement? Reprendre ces termes et formuler la question. Bah, si c'est la bonne, par exemple, te dis si c'est la bonne décision. Ok, et du coup, qu'est-ce qui te fait dire que ce serait pas la bonne décision? Ah, bah, je sais pas, nanana. Ah, bah, c'est X chose, X chose. Et bah là, tu traites le point avec lui
Si c'est un truc concret. Si c'est je sais pas, ok, là tu peux lui faire l'analogie de la porte. Qu'est-ce que c'est l'analogie de la porte? C'est en gros, si imagine t'as deux portes, enfin t'as une porte devant toi. Tu sais que si tu la franchis, t'as 1 million d'euros qui t'attend, enfin qui va arriver sur ton compte. Il n'y a pas de contrepartie ou quoi que ce soit. Tu l'ouvres, tu as direct de l'argent. Est-ce que tu l'ouvres cette porte ou tu préfères attendre 24 heures ou est-ce que tu préfères attendre 8 jours? Bah non, je l'ouvre directement. Ok, pourquoi tu l'ouvres directement? C'est parce que tu as tous les éléments rationnels pour prendre cette décision. On est d'accord, tu sais très bien tout ce qui t'attend et qu'il n'y a pas de contrepartie derrière. Oui, on est d'accord. Ok, du coup, est-ce qu'on est d'accord du coup que le fait de prendre une décision, c'est pas une question de temps, mais c'est plutôt une question d'éléments qui te permettent de prendre ces décisions. Et du coup, que si tu as tous les éléments rationnels face à toi pour prendre ces décisions, bah, tu n'as pas besoin d'avoir 8 jours, d'avoir 10 semaines pour prendre ces décisions. On est d'accord là-dessus? Oui, c'est vrai, ah, d'accord, ouais. Et du coup, c'est quoi tous les éléments rationnels là qui te manquent pour prendre ces décisions? C'est quoi toutes les interrogations que tu as dans son cerveau? Et voilà comment tu traites cette objection. Bien évidemment, il y a d'autres cas, mais c'est en gros la façon générale. Dans 80% des cas, tu la traites de cette façon. Tu veux réfléchir à quoi? Ok, c'est telle chose, je veux réfléchir. Ok, nanana, tu traites le point. Si c'est pas l'analogie de la porte, c'est une question d'éléments rationnels et pas de temps. Ok, et du coup, c'est quoi les éléments rationnels qui te manquent pour prendre cette décision? Pas le bon moment. Normalement, tu as creusé l'objection avant. Quand tu as dit qu'est-ce qui fait dire que c'est le bon moment, bah, si tu as dit ouais, je sais pas pour l'instant, etc., tu dois le remettre face à ces douleurs. Creuse. Qu'est-ce qui fait que c'est pas le bon moment pour toi? Ok, juste qui sont comme ça. Tu préfères atteindre ton objectif dans 3 mois ou dans 6 mois? Qu'est-ce qui fait que tu as besoin de perdre du temps du coup pour atteindre ton objectif? Ok, et tu penses pas que c'est le meilleur moment, c'est une illusion et que c'est jamais parfait? C'est parce que tu as actuellement en termes de problème, ce sera forcément un autre dans quelques mois et que finalement c'est un moyen pour toi de te trouver des excuses de ne jamais commencer. Est-ce que tu penses pas? Ah ouais, c'est vrai, nanana, nanana. Ok, du coup, qu'est-ce qui fait que tu as besoin de perdre ce temps, sachant que toi tu veux atteindre ton objectif le plus rapidement possible comme tu me l'as partagé? Ah, je sais pas, je pense que c'est pas le bon moment. Ah, je sais pas, j'ai pas énormément de temps à réserver. Oui, je comprends totalement, mais dis-toi qu'avec le temps que tu as actuellement, tu vas pouvoir déjà progresser bien plus que si tu commençais dans un mois. Le toi dans un mois qui aura ne serait-ce que réservé 1 heure par semaine à son apprentissage, il aura bien plus progressé que bah, la personne qui est là dans un mois et qui a toujours rien fait. On est d'accord là-dessus. Oui, du coup, qu'est-ce qui fait que c'est pas pertinent de commencer maintenant, sachant que tu peux faire progressivement et que tu peux te focaliser dessus dans quelques mois? Ah, bah c'est vrai, nanana, nanana. Autre objection, en parler à quelqu'un. Première chose, tu creuses. Ok, qu'est-ce qui fait que tu dois en parler à quelqu'un? Retraiter tous les points qu'elle aimerait aborder avec la personne. Ah bah je sais pas, si c'est réellement la bonne décision. Si je sais pas, si je suis prêt à investir cet argent-là. Qu'est-ce qui fait que t'es pas prêt à investir ça? Ok, tu penses pas que pour obtenir des résultats démesurés, obtenir des résultats beaucoup plus rapidement, il faut justement faire les choix qui te font peur, te faire accompagner par quelqu'un qui a la situation que tu veux. Et là, c'est une fois que tu as géré ce point-là, qu'il a toujours le truc, oui, mais je vais en parler à quelqu'un, c'est pour toi ou c'est pour cette personne la solution? Non, c'est vrai que c'est pour moi. Ok. Du coup, ça dépend le profil, mais si c'est un profil rouge notamment, c'est-à-dire des profils qui sont un peu plus dans le challenge, tu peux lui dire, ok, du coup, actuellement, là, tu vas partager, ta 25 ans. Est-ce que tu veux rester dans ta vie un homme qui ne sait pas prendre des décisions, qui ne sait pas s'assumer et qui ne sait pas prendre les décisions challengeantes par lui-même? Ou est-ce que justement tu as envie de prendre ton indépendance et bah, du coup de savoir prendre des décisions rationnelles avec tous les éléments devant toi? Ah, c'est vrai, ouais, en vrai, t'as raison. Ah, je pense que là, ce qui manque, c'est juste telle chose. Tu réabordes les points. Et aussi, ce qu'il faut que tu lui expliques, c'est que la peur de l'autre personne, parce qu'elle n'a pas été présente sur l'appel, va lui faire prendre une décision de façon émotionnelle. Ok, je comprends que tu aies en parler à cette personne, mais imagine aujourd'hui, ta femme, on inverse ses rôles, elle vient de parler d'un appel qu'elle a eu, quelqu'un qui lui propose un accompagnement à 3 000 euros. Comment est-ce que tu vas réagir toi? Tu vas dire ah mais c'est beaucoup, ah est-ce que tu es sûr, nanana, nanana, et du coup elle va te faire douter cette personne-là. Donc est-ce que tu comprends? Parce que tout simplement tu n'as pas été sur l'appel, tu n'as pas été présent, tu ne sais pas ce que vous avez vu dans cet appel. Forcément les rôles c'est la même chose s'ils s'inversent. Ta femme quand tu vas lui parler d'une solution à 3 000 euros, elle va y réagir exactement de la même chose et bah, va te faire prendre la mauvaise décision, la décision émotionnelle de la peur qui te dit de ne pas investir. Est-ce que tu comprends que le fait qu'elle n'a pas été présente sur l'appel, bah, bien évidemment, ça va influencer son choix? Oui, ok. Du coup, est-ce qu'on est d'accord que là, on prend la décision ensemble maintenant? Soit on démarre pas, mais il faut que tu aies tous les éléments rationnels pour trancher. Oui, ok, du coup, c'est quoi ces éléments? Telle chose, telle chose. Et là, tu traites tout. Voilà. Ce que je t'ai partagé là, c'est des exemples pour que tu comprennes. J'espère que c'est assez bien développé, mais il n'y a pas une seule façon. En fait, c'est juste être dans la compréhension. Tu ne dois pas recracher des phrases toutes faites. Dis-toi aussi que ton prospect,
il ne croira rien de ce que tu dis toi, mais il croira tout de ce que lui affirme. Donc à la fin d'un point, toujours lui demander son avis, et aussi tu peux lui demander, ok, du coup, qu'est-ce qui fait que s'il avait l'objection, oui, mais je peux le faire seul, ok. Du coup, tu peux m'expliquer c'est quoi la différence aujourd'hui entre le faire seul et le faire accompagner, et du coup, en quoi c'est plus pertinent de se faire accompagner. Voilà, là tu dis de réaffirmer ce que tu as dit, et ça le permet de réellement prendre conscience de ces mots. Tu dois réellement comprendre l'objection pour échanger avec le prospect et pas contre. Faut pas avoir un combat de coq comme ça, c'est pas closer vs prospect, c'est closer et prospect qui vont vers du coup la décision et qui vont vers la chose pertinente pour le prospect. Maintenant, si tu regardes cette vidéo, c'est soit que tu as déjà réservé un appel avec toi, avec moi, et auquel cas je te dis à très vite, je t'appellerai peut-être 30 minutes avant du coup pour voir avec toi, etc. Si c'est pas le cas, tu peux tout simplement réserver un appel. Je te vends rien, bien évidemment. Je vois comment je peux t'aider et je te donne un plan d'action à la fin. C'est le lien en description, premier lien dans la description. Ou soit tu peux rejoindre le canal WhatsApp. Pareil, lien en description. 100% gratuit, 100% valeur. Bien évidemment, ça t'engage en rien. C'est juste un moyen pour moi d'apporter de la valeur. Et aussi, je t'enverrai un petit message pour voir si je peux t'aider par rapport à ta situation. Voilà pour cette vidéo. Moi, je te dis à très vite dans l'appel, du coup. Ou soit, très vite, même sur le canal WhatsApp.